Pour faire court, je demande premièrement de finaliser le processus et la commission doit annoncer le vainqueur. Les personnes arrêtées, dont Domingo Simoes Pereira, qui n'était même pas candidat et qui a été arrêté et n'a même pas pu accéder à ses médicaments, doivent être relâchées. Dans le pays, la vie a repris son cours, même si cette situation reste difficile à accepter. Le pays s'attendait à ce que le processus se déroule normalement, de manière paisible, et à une transition supposée des pouvoirs par des voies démocratiques et légales, mais de manière surprenante, nous avons été confrontés une fois de plus à une situation que la jeunesse n'attendait pas. Hier, en réalité, tout le monde était à la maison. Aujourd'hui, les gens sont sortis pour vaguer à leurs occupations, mais c'était encore timide. Depuis ce matin, je fais le tour de la ville, je n'ai encore rien vendu. Je suis obligé de sortir parce que ici, quand tu restes dans ta maison, tu n'as rien à manger. Le coup d'État est survenu alors que la Guinée-Bissau était dans l'attente des résultats du double scrutin présidentiel et législatif qui a eu lieu le dimanche 23 novembre. La chute de ce sujet plante le décor. Il y a eu des élections couplées, présidentielles, législatives. On est dans l'attente des résultats officiels prononcés par la commission en charge de l'organisation des élections. Et survint ce coup de force qui conduit à la chute du président sortant, Umaru Sissoco Embalo, au point de se poser la question de savoir si c'est un coup d'État différent des autres, un coup d'État pas comme les autres. Eric Bayala, analyse, décryptage. Oh, mais dès l'instant où on assiste à la perte du pouvoir, c'est un coup d'État. C'est vrai, est-ce qu'on peut le qualifier d'un coup d'État différent des autres? Mais nous observons que le président Embalo Sissoco a perdu l'effectivité de l'exercice du pouvoir. N'est-ce pas? Et qu'il serait même en exil hors de son pays. Mais ce que nous notons, c'est que là où il y a lieu de s'interroger, on était pratiquement dans un processus électoral où le 23 novembre, donc les Bissau-Guinéens avaient été convoqués pour aller à l'élection présidentielle. À l'issue de ces élections, on attendait donc les résultats pour le jeudi 27 novembre. Et entre le 23 et le jeudi 27, on a assisté à une sortie du président Bissau-Guinéen, comme quoi il s'est autoproclamé comme étant vainqueur de ces élections, pendant que tout le monde avait le regard tourné vers la commission en charge de proclamer les résultats. Et les résultats étant prévus pour le 27 novembre, le 26 novembre donc, il y a eu un communiqué des militaires annonçant avoir pris le contrôle donc, le contrôle total de tout le pays et qu'ils ont mis aux arrêts le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur ainsi que d'autres hauts cadres, dont le président lui-même. Dans l'imagerie populaire, on avait eu le sentiment que cette interpellation s'était manifestée pour donner toute la latitude à la commission en charge des élections de donner véritablement les résultats c'est-à-dire de l'élection présidentielle pour le 27. Et puis après, on voit qu'il y a la junte militaire qui nomme un président de la transition pour un an. L'ex-ministre des Finances de Embalo est nommé donc Premier ministre pour conduire cette transition. Bon, le regard l'un mis dans l'autre, c'est vrai, il n'a plus l'exercice du pouvoir. Certainement que la junte a fait confiance plutôt au Premier ministre, sinon au ministre des Finances d'alors, qui avait peut-être une position asymétrique sur les questions politiques. Et donc, on lui fait confiance pour gérer donc, la primature. Mais une chose est sûre, c'est que ce coup d'État s'apparente également à celui du Gabon. On fait des élections, au moment où on s'attend au résultat de celui qui a gagné ou qui a perdu, les militaires prennent le pouvoir. On fait un communiqué le 26, pendant que le 27, on devrait savoir qui devrait prédestiner au devant de la Guinée-Bissau. Mais malheureusement, on ne saura jamais qui a gagné ces élections, parce que le régime militaire, sinon la junte militaire a non seulement suspendu le processus électoral, ainsi que l'ensemble des institutions, et a fermé donc toutes les frontières. La CEDEAO, en fait, les organisations sous-régionales ont condamné le coup de force. Ils ont demandé que le président, sinon un retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour l'instant, le président lui-même, il est à noter qu'il n'est plus en Guinée-Bissau. Donc, il est très loin donc, de son palais présidentiel. C'est encore l'Afrique de l'Ouest qui souffre. C'est encore l'Afrique qui renaît de ses vieux démons. Et la question est de savoir quand est-ce que, finalement, on va prendre conscience de ce que
le seul mérite qu'il y a pour accéder au pouvoir, c'est la voie des urnes. André Koyo. Merci bien, Ali. C'est obscène. C'est le mot. L'obscénité, c'est le fait de mettre en scène ou de mettre sur scène ce qui n'a pas lieu d'être sur scène. Nous avons un idéal démocratique que nous défendons. Nous avons un idéal démocratique que nous enseignons, que nous promouvons. Nous essayons de convaincre les jeunes générations de pouvoir travailler à améliorer le système démocratique si tant est que ces générations-là estiment qu'il y a des choses à parfaire. Mais lorsque des personnes interviennent de manière brusque pour empêcher que se finisse un processus électoral en volant au peuple son privilège de procéder au choix de ses dirigeants, je dis que c'est obscène. C'est obscène parce que peut-être que sur le court terme, on peut tirer profit de cela. Mais sur le long terme, et au-delà de la Guinée-Bissau, au niveau sous-régional, au niveau africain, on envoie un mauvais message. Pourquoi? Parce que désormais, ou de plus en plus, l'on convainc l'Africain d'intégrer comme mécanisme de renouvellement de nos instances dirigeantes les coups d'État. Il y a l'élection, mais il faut compter désormais avec les coups d'État. Qu'ils soient militaires ou civils, il va falloir prendre en compte cela. Mais comme on est dans le pragmatisme et le réalisme politique, et qu'il faut sortir de l'idéalisme, désormais, il faudrait que les gouvernants tiennent compte de ça. Pour preuve, même ici en Côte d'Ivoire, alors qu'on convoque les gens à venir choisir le président de la République, d'autres se battent pour pouvoir avoir des parrainages. Lorsqu'ils ne les ont pas, ils sont meurtris, mais d'autres ont fait plutôt le choix de voies antidémocratiques afin d'accéder au pouvoir d'État. Pourquoi? Parce qu'on est en train de normaliser ça. Il faut donner un signal fort, il faut dire non, il faut prendre des mesures qu'il faut prendre. Il ne faut pas laisser faire ça. Parce que si vous laissez faire ça, juste la Guinée-Bissau, demain, ça serait un autre État. Et ça serait une sorte de normalisation qui va tuer l'idéal démocratique, mais le bon fonctionnement de nos États. Parce que c'est la survie des gens. À la chute du message, de l'interview, il y a bien un des passants qui a été interrogé et il a dit il a fallu qu'on sorte juste le lendemain, même malgré la question d'insécurité, parce que si on reste à la maison, on n'a rien à manger. Ça montre la difficulté des populations. Et c'est partagé partout au niveau de l'Afrique. Plutôt que de travailler à construire des États forts, responsables et structurés, on est en train de fragiliser nos États et on est en train de mettre en péril la capacité de nos populations à pouvoir vivre de manière digne. Maître Abdoulaye Ben Meïté. Vous savez, je ne suis que solidaire des déclarations effectivement de la CEDEAO à laquelle la Côte d'Ivoire est partie. Vous savez qu'il n'est pas aisé de se prononcer sur la politique extérieure d'un pays. Je suis là en tant que parlementaire. Mais au-delà, pour l'observateur que je suis, je me pose des questions, je m'inquiète. Je suis inquiet pour l'Afrique. Et je suis à me demander s'il ne faut pas réfléchir à la pratique de la démocratie dans nos États. Et s'il ne faut pas affronter cette question entre les différents scientifiques. Vous savez, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, comme ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et au Niger, appelle à la réflexion. Que voulons-nous pour l'Afrique? De quelle démocratie il s'agit en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Africain puisse s'inscrire résolument dans cette voie qui réconcilie les uns et les autres? Parce que la démocratie, justement, a pour objet de réconcilier, de concilier les positions à travers les urnes, dans le respect des institutions d'un État. On me parle de coup d'État arrangé. Dans tous les cas, pour moi, que ce soit arrangé ou pas, dès lors qu'il y a une rupture de l'ordre constitutionnel, lorsque cette rupture ne s'opère pas selon les règles, les voies constitutionnelles, il y a effectivement un coup d'État. Et je pense que ce coup d'État-là n'avait pas de raison d'être. Encore et surtout que c'est dans le cadre d'un processus électoral où il était question d'annoncer, de proclamer des résultats. Nous avons une commission électorale qui est restée sur sa fin et je pense que chaque Africain est interpellé, chaque gouvernant
est interpellé. Roger Yuan? L'Afrique n'aura pas de salut en dehors de la démocratie. La démocratie n'est pas difficile. Il faut juste respecter les règles démocratiques. Au Gabon, on a vécu un cas pareil. M. Bayala l'a rappelé tout à l'heure. Les dirigeants africains ont ce génie-là depuis quelques années de soit manipuler les textes pour se maintenir au pouvoir, ou soit quand ils organisent des élections et qu'ils sentent que leurs adversaires sont sur le point de les battre, ils confient le pouvoir aux militaires. C'est l'impression que vous avez? Non, c'est un fait. C'est ce qu'on constate. On l'a constaté au Gabon. On vient de le noter en Guinée-Bissau. Il faut prier que ça ne touche pas un autre pays africain demain. Mais parce que ça détruit la confiance des populations dans la politique même. Et envers les institutions. Parce que ça ne sert à rien de nous mobiliser, de nous mettre en rang sous le soleil, sous la pluie, et d'aller choisir des gens. Si ces derniers-là, ils ne pourront pas avoir l'effectivité du pouvoir, parce qu'un matin ou un soir, parce que quelqu'un a porté une tenue, et qu'il est de connivence avec quelqu'un qui n'est pas le choix du peuple, va venir prendre le pouvoir, et puis décider de la suite, sans que le peuple, lui qui est le patron qui décide, n'ait un mot à dire. Non, nous pensons que, je suis d'accord sur ce point-là avec l'honorable El Meïté, il faut que la réflexion se fasse. Une fois n'est pas coutume. Vous êtes d'accord sur des sujets? Parce que, généralement, les gens sont assez éloquents quand ils sont à l'opposition. Mais quand ils arrivent au pouvoir, on a le sentiment qu'il y a une malédiction qui est attachée au fauteuil présidentiel. Il faut que Dieu nous en délivre. Je crois que nous pouvons éviter un tel spectacle que nous servons, hein, parce que c'est pour le moment en Afrique que nous voyons cela de plus en plus, où la volonté populaire n'est pas respectée, où on a des amis que nous plaçons, qui ont des étoiles, qui un matin débattent, qui prennent le pouvoir, pour nous aider toujours à maintenir un système. Donc, nous condamnons ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Il faut que la volonté populaire soit respectée. Nous pensons que certainement la CEDEAO, pour une fois, elle qui sort très souvent les griffes, quand c'est dans des pays où les populations décident de sortir, de manifester, de réclamer la démocratie, mais la même CEDEAO qui est souvent très muette quand il y a des manipulations des textes pour se maintenir au pouvoir.